Bien, donc nous en avons terminé avec Nisa, au moins en ce qui concerne le cours, puisque dans la séance du séminaire qui va suivre immédiatement, avec Michael Schenkar, nous allons continuer la discussion sur les enseignements des inscriptions de ce site. J'en viens maintenant au deuxième grand site d'archéologie urbaine hellénistique de l'Asie centrale. Deuxième parce que dans le temps, sa fouille a succédé en fait beaucoup plus tard à celle de Nisa, puisqu'elle s'est déroulée de 1964 à 1978. Alors, une différence avec Nisa, c'est que Nisa, on peut y aller facilement. À Aït-Khanoum, on ne peut pas y aller maintenant, du moins si on tient à la vie. En fait, le site est resté évidemment entièrement inaccessible pendant les 20 ans de la guerre. Pas totalement inaccessible, puisque au moins un archéologue a pu y faire quelques visites, puisqu'il travaillait avec une organisation humanitaire implantée dans le nord de l'Afghanistan. Après la chute des talibans en 2002, le site est redevenu accessible pour quelques années. Paul Bernard a pu y faire une visite. Et puis maintenant, la zone en fait échappe au contrôle du gouvernement central et on ne sait pas quand on pourra y retourner. Mais vous verrez que de toute façon, le site a été complètement ravagé. Cette photo fait la liaison avec Nisa. En effet, elle montre le fouilleur d'Aït-Khanoum, Paul Bernard, au moment où il avait repris l'étude des ritons de Nisa, j'ai été amené à en parler lors d'une fois précédente, et quelqu'un m'avait posé la question, comment les ritons étaient-ils maniés? Bien voilà, Paul Bernard nous le montre. Il a fait ici les chansons. De la main gauche, il tient le corps du riton, ça vous donne une idée de l'échelle de ces ritons. Et à droite, il appuie sur les pattes. En fait, au moment du service, avec les doigts, on pouvait fermer, obturer ou ouvrir les becs verseurs. Et donc, vous voyez, donc, cette photo suffit à montrer, elle parle pour elle-même, elle suffit à montrer que la manipulation du riton ne pouvait pas être de l'initiative du buveur, ça supposait un personnel de service qui passait de table en table, ou plutôt de couche en couche. Évidemment, même en supposant que les convives des Arsacides étaient des gros buveurs, ce sur quoi je n'ai absolument aucun doute, le contenu d'un riton, 1 litre à 1,5 litre, dépassait de beaucoup les besoins immédiats d'un seul convive. Et évidemment, le contenu se déversait dans plusieurs coupes successives. Alors, la fouille a donc eu lieu de 1964 à... alors voilà, oui, une autre photographie, voilà Paul Bernard dans une des premières campagnes, au moment où... tiens, la flèche pointeuse n'a plus l'air de marcher. Bon, c'est pas très grave. Au moment où, dans les premières années, la fouille recevait, c'était encore la monarchie en Afghanistan, donc la fouille recevait un certain nombre d'hôtes de marque. On avait eu le prince héritier du Japon, aujourd'hui empereur du Japon. Ici, c'était la princesse Alexandra, la cousine de la reine d'Angleterre. Et voilà Paul Bernard expliquant le site. Alors, le casque colonial dont il est affublé ne signifie n'a dans son cas aucun rapport avec une quelconque position politique. C'est même tout à fait à l'opposé de l'attitude qu'il avait envers l'Afghanistan et sa population. Disons qu'à l'époque, c'était considéré comme une commodité. On hésiterait peut-être aujourd'hui, effectivement, à les... Du Vietnam, oui, c'était un cadeau. Oui, c'était un cadeau, en fait, du Nord-Vietnam. Oui, c'était.
Alors, la ville a donc été fouillée pendant 14 campagnes. Un mot sur les circonstances de la découverte. Elles sont en fait, c'est largement connu et publié. La DAFA avait cherché pendant 40 ans un site grec, une des fondations espérait trouver une fondation d'Alexandre ou de ses successeurs. Les travaux s'étaient concentrés à Bactre, avaient échoué, parce qu'on le sait maintenant, c'est la difficulté des fouilles d'un grand site multistrate, dont on sait en plus aujourd'hui que les niveaux grecs qu'on a depuis trouvés sont enfouis sous un très épais alluvionnement. Donc la DAFA avait d'abord cherché à Bactre, évidemment, qui était connue comme étant la capitale du royaume des Grecs de Bactriane. Premier échec avec Fouché en 1922. Deuxième échec dans l'immédiate après-guerre avec Daniel Schlumberger. Pas un échec total quand même, parce que ça avait quand même permis d'obtenir un schéma qui n'est pas trop remis en cause du développement des remparts de la ville. Et alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, en 1961, le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, découvre Aïr-Hanoum. Enfin, bien, c'est ce que nous écrivons, c'est ce qui s'écrit depuis. Disons que c'est une pieuse fiction. Aïr-Hanoum est près d'un immense terrain de chasse dans la jungle fluviale. C'est d'ailleurs, ça pourrait être l'une des raisons de l'implantation du site. Le roi aimait à y chasser. On l'a fait entrer dans la cour d'une ferme où se trouvait un chapiteau corinthien. Comme c'était un homme curieux d'archéologie et bien informé, il a tout de suite compris que c'était exceptionnel. En réalité, ça avait été arrangé. Ça avait été arrangé par un notable local du coton qui souhaitait l'implantation d'une grande mission archéologique dans la zone, qui avait d'ailleurs un musée privé à Kunduz, où plus tard, Daniel Schlumberger a pu examiner le chapiteau, se convaincre que ça n'était pas du post-grec, que c'était vraiment du grec, c'était ce qu'on cherchait. Et l'autorisation d'explorer le site a tardé puisqu'il était frontalier. Il l'est toujours, puisque ces montagnes ici appartiennent au Tadjikistan. Il a fallu toute une négociation et finalement, un jour de novembre 64, Daniel Schlumberger et Paul Bernard, qui allaient juste après prendre la direction de la DAFA, sont rendus pour une première mission de sondage et de prospection qui a duré quelques jours et qui a permis d'établir, sans doute possible, le caractère grec du site. La fouille de grande ampleur a commencé en 1965, s'est déroulée sans interruption chaque année jusqu'en 1978. J'y ai moi-même participé dans les dernières campagnes de 1975 à 1978. C'était la fouille principale de la mission française à Kaboul, la DAFA, et on peut dire qu'une grande partie des directeurs de mission aujourd'hui à l'œuvre sur les chantiers d'Asie centrale ont été formés à l'école d'Aïr-Hanoum. Alors, contrairement à ce j'avais regretté pour Nisa l'absence de restitution 3D. Il se trouve que nous les avons pour Aïr-Hanoum grâce à une animation qui a été préparée par Guy Lécuyot, architecte associé à la publication de la fouille. C'était à l'occasion de l'exposition où beaucoup d'entre vous sont sans doute allés, au musée Guimet, en 2007, l'exposition Afghanistan, les trésors retrouvés. Cette animation 3D a été préparée en étroite collaboration avec la chaîne de télévision japonaise NHK. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un PowerPoint extrait de ce programme 3D. Si vous le voulez voir en animation, je crois que c'est téléchargeable sur le net. On me dit d'ailleurs qu'on peut procurer la référence. Alors, cette première vue montre
la ville basse, puisqu'on a à la fois on a une acropole et une ville basse, vue de la ville basse, vue de l'acropole. Donc ça permet de mettre en place les grandes masses. Vous avez donc ici ces montagnes qui appartiennent au Tadjikistan et qui sont en fait franchissables, puisque une voie majeure de communication débouche un petit peu plus au nord ici. Ici, l'une des deux grandes rivières qui confluent à Ay Khanoum, l'habitude s'est prise de dire que c'est l'Oxus. En fait, aujourd'hui, cette rivière est réputée comme étant le cours supérieur de la Moudaria, le Darya-i Panj. Comme la Moudaria correspond à l'Oxus des anciens, on a étendu le terme Oxus à ce bras supérieur. C'est maintenant contesté, notamment par moi-même. Je pense qu'en réalité, avec d'autres, qu'il s'agit que l'Oxus, en fait, était dans sa partie supérieure un autre bras fluvial, et qu'ici, c'est l'un de ses affluents que les anciens appelaient locus. La proximité apparente des deux noms a pu aider à entretenir la confusion. Donc, dans les publications, vous verrez la fontaine de l'Oxus et parfois le temple de l'Oxus. Il faut savoir que ça fait l'objet d'un débat. On voit bien, alors on aperçoit ici donc, les grandes masses monumentales. La principale, celle qui se détache ici au premier plan, c'est le grand temple de la ville, le seul temple à l'intérieur de la ville. Je serai amené évidemment à revenir sur chacun de ces monuments. Derrière, on aperçoit les cours et une partie des bâtiments du palais, qui est le principal bâtiment. Et ici, le long de la rivière, la palestre, le gymnase, qui s'étend sur 300 mètres de long. C'est le plus grand gymnase du monde grec. Bien entendu, cette photo a été prise à l'époque de la fouille. Vous verrez tout à l'heure dans quel état se trouve le site aujourd'hui, après les pillages. Ça n'a absolument plus rien à voir. Bon. Il faut tout de suite, ce dont se sont tout de suite rendus compte les archéologues, c'est que sur le site d'Ay Khanoum, il n'y avait rien eu avant les Grecs et qu'il y a eu très peu après eux. Donc c'était vraiment ce qu'on cherchait, un site non pas monostrate, mais d'une durée de vie qu'on estime maintenant à 1 siècle et demi, et qui pouvait donc nous livrer cette civilisation des Grecs d'Asie centrale dans un état de relative pureté, enfin si tant est évidemment que ce terme a un sens dans une situation d'implantation coloniale, comme nous allons en examiner le détail. Sur la carte, Ay Khanoum, alors là c'est dommage tout de même que la flèche pointeuse ait rendu l'âme. Ay Khanoum se trouve, c'est en rouge, en haut à droite. Nisa n'est pas mentionné, mais enfin c'est aux environs du site indiqué ici, Namazga d'Épée, donc vous voyez c'est assez loin. On voit tout de suite que la ville semble implantée dans un cul-de-sac. Hein. C'est l'extrémité orientale de la grande plaine de l'Eus, de la Bactriane, de l'Afghanistan du Nord. En fait, disons en termes macro-géographiques, c'est vrai, en même temps, cette situation de cul-de-sac est illusoire. Et en réalité, le site, l'implantation géographique du site présentait un certain nombre d'atouts considérables, dont on peut principalement en dégager 3. L'un d'eux, c'est que la ville a été fondée au sein d'une très riche plaine d'assez grande taille. Je n'ai pas exactement la capacité, je n'ai pas le kilométrage en tête, mais c'est 1000 mètres. 30 nord-sud et 10 maximum. Ouais. 30 km nord-sud, 10 est-ouest. Plaine, on l'a su par les travaux d'études de l'irrigation ancienne menés par l'équipe de Jean-Claude Gardin, plaine déjà
complètement mise en valeur par l'irrigation au moment de l'arrivée des Grecs, et ceci probablement depuis l'âge du bronze. Donc, ce n'est pas du tout une implantation ex nihilo. Par ailleurs, la plaine avait déjà un centre urbain, ce qu'on a appelé la ville ronde, qui se trouve à 1,5 km au nord d'Aïr-Hanoum. Et Aïr-Hanoum, en fait, a remplacé une ville qui existait déjà. Ça, c'est le premier atout, une riche plaine agricole mise en valeur par une population nombreuse. Le deuxième atout de l'implantation d'Aïr-Hanoum, c'est qu'en fait, elle se trouve sur un emplacement stratégique significatif, puisque au nord, du côté nord, débouche la vallée du Kizil-Sou, qui a été en fait un couloir d'invasion, un des couloirs d'invasion depuis les steppes du Nord jusque dans les plaines sédentaires de la Bactriane. Vous devinez ici donc la grande vallée donc, dite du Warch. Le Kizil-Sou en fait la rejoint et évidemment par une série de cols à très haute altitude, mais qui ont toujours été fréquentés et toujours franchis, y compris par des armées, y compris par des populations en déplacement, on rejoint d'une part les régions altaïques au nord, d'autre part la région de Kashgar et le Taklamakan à l'est. Troisième atout qui a certainement commandé la décision d'implanter ici un grand site urbain, c'est la proximité de ressources minières déjà connues, déjà mises en valeur, qui se trouvent donc dans la région montagneuse dite du Badarchan, d'où part l'une des rivières qui conflue à Aïr-Hanoum. Alors, on pense tout de suite évidemment au lapis lazuli, dont le Badarchan était dans l'Antiquité l'unique source de production, et on sait que le lapis lazuli du Badarchan, on l'a dans les tombes d'Our, donc c'est une exploitation fort ancienne. Les souverains achéménides l'utilisaient puisque la charte de fondation du palais de Suspardarius mentionne bien l'utilisation du lapis lazuli dans l'ornementation du palais. Il n'y a pas que le lapis lazuli, il y a du fer, il y a du cuivre, il y a du plomb, et plus au sud, il y a les grandes mines d'argent du Panjshir, donc là c'est un petit peu au nord de Kaboul, qui ont, pendant encore tout le Moyen-Âge, été fortement convoitées entre les divers potentats de la région. C'était une source majeure d'argent. Et puis par ailleurs, ne pas oublier les ressources en or. Alors là, ce n'est pas dans des mines, c'est de l'or fluviatile. Aujourd'hui, évidemment, cet or fluviatile n'est plus employé, n'est plus exploité dans ces rivières, ça ne correspond plus du tout au rendement moderne, mais à l'époque de la fouille d'Aïr-Hanoum, nous avons encore pu observer les derniers orpailleurs qui tamisaient la boue de la rivière. La quantité extraite peut paraître tout à fait dérisoire au vu des rendements modernes, mais en fait, avec un orpaillage, disons, avec une nombreuse population d'orpailleurs tout le long de l'année, ça pouvait éventuellement suffire aux besoins du monnayage royal. Alors voici, j'ai parlé du confluent, donc voilà le supposé oxus, que je suppose être plutôt locus, et la rivière qui descend du Badarchan, qu'on appelle d'ailleurs parfois la rivière du Badarchan, Rue des Badarchan, qui s'appelle aussi la Kokcha, et qu'on a des raisons d'identifier à une des rivières indiquées par le géographe Ptolémée, le Dargoïdos. C'est intéressant car cette rivière, le nom de cette rivière se trouve dans l'Avesta, sous la forme d'Arji, à propos du lieu où se trouve la maison natale de Zoroastre. Donc il y a là un rapport avec la géographie sacrée zoroastrienne. Ce grand talus, c'est le rempart, car vous allez voir tout à l'heure que l'ensemble du site était
circonscrit de rempart, le talus du rempart bâti en briques de terre crue, usées. Bon, ça donne une image de ce qu'était... Ah non, mais alors c'est pas le talus du rempart, qu'est-ce que je dis? C'est évident, non, c'est le bout de la citadelle, c'est le bout de l'acropole, et ce qu'on voit ici, on a cru pendant longtemps que c'était un canal, et en fait, c'est un encellement taillé artificiellement pour éviter les coulées de boue qui pourraient descendre dans la ville en bas. Ça donne une image du site à l'état vierge tel que Schlumberger et Bernard l'ont vu en 1967. Il faut dire que bon, tout doute sur le caractère grec de la ville a été dissipé déjà lors de cette prospection, puisque je crois le deuxième jour, ils sont tombés sur un tesson de céramique de type grec portant une inscription en lettres grecques. À partir de là, la question était réglée. Alors voilà donc, une vue aérienne, le plan général du site et une inscription qui a un rapport avec la fondation. À quelle date est fondé Aït-Khanoum? L'hypothèse qui a prévalu jusque dans les dernières années de la fouille, enfin, et même en fait pendant toute, oui, on peut dire pratiquement jusqu'à la fin de la fouille, c'est que c'était une fondation d'Alexandre. Parce qu'on connaît dans la liste des Alexandries fondées par Alexandre une Alexandrie de l'Oxus, qu'on était tenté d'identifier avec Aït-Khanoum sur la base de l'identification, à mon avis fausse, entre l'une des deux rivières et l'Oxus. Maintenant, il y a, disons, un certain consensus dans l'ancienne équipe de fouille, qui est maintenant l'équipe de publication, pour attribuer la fondation à la génération suivante, c'est-à-dire, disons, les premières décennies du IIIe siècle avant Jésus-Christ, peut-être une quarantaine d'années après Alexandre, à l'époque où le royaume séleucide, qui s'est créé en 312, 20 ans après Alexandre, a repris en main ce qu'on appelait les satrapies supérieures, donc les régions d'Asie centrale, où la région se trouve en fait gouvernée par le fils du roi Séleucos Ier, le futur Antiochos Ier, qui est associé au trône, qui est gouverneur des parties orientales de l'Empire, et ça n'est pas un hasard si on l'envoie là, car par sa mère Apama, il est le petit-fils de Spitamène, l'un des chefs de la résistance bactrienne à Alexandre. Donc, on a tout lieu de penser qu'il était en fait investi d'une double légitimité. La légitimité des conquérants macédoniens par son père et la légitimité de l'aristocratie bactrienne par sa mère. En fait, on n'a aucun texte qui nous dise ça. Les raisonnements qu'on peut faire sur l'apparition d'Aït-Khanoum tiennent à l'étude des séries céramiques et à leur comparaison avec les séries bien datées qu'on a en Grèce, et par ailleurs à la série des monnaies. Bien. Alors, on a le premier témoignage écrit qui nous parle de l'intérieur de la ville, c'est cette inscription, plutôt cette double inscription, qui a été retrouvée ici, qui ornait en fait le mur du tombeau d'un personnage qui est nommé dans l'inscription, qui s'appelle Kinéas, et qui, vu l'emplacement de son tombeau, ne pouvait être que le fondateur de la ville. Alors, le fondateur, vous me direz, mais ça n'est ni Alexandre, ni Séleucos, ni Antiochos, c'est un personnage dont par ailleurs nous ignorons tout. Il est en fait très vraisemblable que ce Kinéas était un officier, peut-être même probablement même macédonien, comme son nom semble l'indiquer, qui a agi sur commission d'un des souverains pour implanter ici une colonie. Alors, ce document est très connu. C'est en fait la base d'une stèle où se trouvaient recopiées les quelques 120 maximes delphiques qui étaient donc
affiché dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes et était censé émaner des 7 anciens sages de la Grèce et édictait les règles de bonne conduite du citoyen grec. C'est vraiment c'est l'affirmation identitaire au plus haut degré. Bien. Et à côté, sur la partie inférieure, se trouve une épigramme qui nous dit ceci: moi, Cléarque, j'ai recopié avec soin à Delphes les paroles des sages d'autrefois et je les ai installées ici pour qu'elles brillent dans l'enclos sacré de Kinéas. C'est comme ça que nous savons que l'officier fondateur enseveli ici s'appelait Kinéas. Alors, à partir de là, il y a 2 types de raisonnements. Cette inscription, du point de vue paléographique, ça a été contesté, mais maintenant ces critiques ont été réfutées, ne peut pas dater plus tard que 260 environ avant Jésus-Christ, et probablement plus tôt. Ça pourrait être vers 280. Ce qui, évidemment, tomberait très bien si le personnage qui ne se nomme pas, qui ne dit pas de quelle cité, enfin, qui se nomme, mais qui ne s'identifie pas autrement, qui n'indique pas ses fonctions, qui n'indique pas de quelle cité il vient, il donne simplement son nom, Cléarque, ce qui a pu laisser supposer dès le début que c'était un personnage suffisamment connu pour qu'il n'ait pas à s'identifier autrement. Or, nous connaissons un disciple d'Aristote qui s'appelait Cléarque, le philosophe Cléarque de Sole, et nous n'avons pas conservé ses œuvres, mais nous avons un certain nombre d'informations sur lui. Nous savons qu'il avait écrit sur la comparaison entre les religions orientales, et on a pensé depuis longtemps qu'il avait voyagé en Orient. Et deuxièmement, il avait procuré une édition des Maximes delphiques. Louis Robert, qui a le premier publié cette inscription, a considéré comme, je le cite, une certitude morale l'identité du personnage avec Cléarque. Alors, ça peut poser... ça oblige un petit tiraillement chronologique. Aristote, je crois, meurt en 321. Il est difficile, pour diverses raisons, de dater la fondation d'Aïranoum d'avant 290. Cléarque n'arrive pas au moment de la fondation puisqu'il visite le tombeau du fondateur. Donc évidemment, il a fallu que quelques années s'écoulent pour que le dit fondateur meure. Disons, si on le fait venir ici vers 280, 40 ans après la mort d'Aristote, c'est possible s'il a été un jeune disciple du vieil Aristote. Il aurait été à ce moment-là dans la soixantaine. Il faisait, comme faisaient les philosophes grecs à l'époque hellénistique, des tournées de conférences. C'était des personnages qu'on s'arrachait, surtout auprès de ces publics lointains. Voilà, c'est le scénario, c'est un scénario que nous n'avons pas très envie de remettre en cause. Il a été remis en cause par certains qui considèrent qu'après tout ça ne repose sur aucune preuve. Donc, quelles pouvaient être les idées de la pensée de Kinéas au moment où il établit cette ville? Il est évident que derrière le plan de la ville, il y a une pensée, derrière déjà le choix du site, il y a une pensée, et une pensée qui va loin. Il y a déjà une ville à 1,5 km au nord. Ça n'est pas celle qu'on choisit pour établir la nouvelle colonie. Elle est en plaine, cette ville n'est pas un site défensif, c'est un site de guet. Les Grecs veulent un site qui puisse être puissamment défendu. C'est évidemment la situation idéale, la situation tout à fait classique de l'éperon barré. Ici, une acropole qui s'élève à 60 mètres de haut, une hauteur naturelle. Ici, le fleuve, ici, un autre fleuve,
et donc, un espace laissé libre d'environ, c'est 40 mètres, oui, plus que ça, enfin, l'espace barré par le rempart ici, 400, oui, qu'on peut barrer par un rempart. Le rempart se continue le long des rives du fleuve et également sur la limite de l'acropole. Bien entendu, en cas d'attaque, il faut prévoir un réduit défensif car il est impossible de garnir une telle longueur de rempart. Le réduit défensif qui est prévu, c'est la limite, le coin sud-est de la citadelle qui est barré par 2 fossés successifs et où se construit un fort. Donc c'est ici on a prévu à la fois une défense très large et la possibilité d'un réduit. La ville, au total, fait 1,8 km sur 1,6 km. En comptant le fait que ce n'est pas un quadrilatère parfait, je pense qu'on peut évaluer sa superficie à environ 250 hectares. Ça la met dans la même catégorie qu'une ville comme Samarcande, fondée plutôt au début de l'époque achéménide, qui fait 220 hectares. Merv, qui à l'époque hellénistique a à peu près cette ampleur. C'est le gabarit des grandes villes. Donc tout de suite, on voit la différence avec Nisa. Vieille Nisa, dont nous avons parlé précédemment, n'est pas une ville, c'est l'annexe prestigieuse d'une ville qui existe par ailleurs. Ici, on peut parler d'une ville, ceci dit, on se pose tout de même des questions sur l'implantation de certaines fonctions urbaines qui ont notamment de fonctions économiques, on sera amené à y revenir, qui n'étaient peut-être pas toutes abritées à l'intérieur de ces remparts. Alors, ce qu'il faut également signaler en prenant connaissance de ce plan d'urbanisme, c'est que ça n'est pas un urbanisme orthogonal, comme on a coutume de l'associer aux fondations hellénistiques. C'est l'urbanisme qu'on appelle hippodamien, d'après la ville de Milet, dont le plan avait été établi par Hippodamos de Milet, le plan qu'on trouve aussi à Alexandrie, plan en damier avec des îlots de même taille. Ce plan existe à Aïkhanoum, mais dans un secteur très réduit, ici, qui est celui des grandes demeures privées, une quarantaine seulement. Il ne règne pas, sinon, sur l'ensemble de la ville. On a en fait l'axe structurant, c'est la grande rue qui court tout du long et qui, dès le début, n'a pas occupé une position axiale, a été déviée le long du pied du rempart parce que clairement, on voulait réserver ce qui était à l'ouest à de grandes emprises publiques, la zone du palais et probablement aussi la zone du gymnase qui semble se construire très tôt dans l'histoire de la ville. À partir de cette rue, ici partent d'autres rues, donc sillonnant ce quartier d'habitation dont une seule maison a été fouillée. Mais ici, ce ne sont pas véritablement des rues, ce sont des corridors à ciel ouvert et ce qu'on a pu identifier comme des systèmes de filtrage. Par exemple, pour entrer au palais, on était obligé de passer par un poste de garde monumental qu'on appelle le propylée, somptueusement orné de colonnes. C'était le seul moyen pour les visiteurs venant de l'extérieur d'entrer dans le palais. On soupçonne également un certain... on avait commencé à les étudier dans les dernières années de la fouille. Cette étude n'a pas pu être menée complètement à bien à cause des événements, de l'abandon de la fouille, mais on soupçonne qu'il y avait aussi un système de filtrage pour aller au gymnase. Donc, vous voyez, on est très loin de l'esprit du schéma hippodamien où on a tout un réseau de rues ouvertes à tout passant. Alors, au terme de 14 ans de fouilles, on peut dire qu'on connaît très bien certaines parties de la ville.
on connaît très bien la ville basse dans sa partie centre et sud. On a assez bien exploré l'emprise du faubourg, je serai amené à en reparler. On sait sur quelle distance il s'étend, on sait ce qu'il contenait, puisqu'on y a fouillé une grande résidence privée, un temple et un vignoble et un mausolée de la nécropole. Le mode d'occupation des autres parties est resté plus incertain. Il faut savoir que la mission n'a obtenu les photos aériennes que tout à la fin de la fouille, soit au moment de la dernière campagne, soit même après. Ce qui fait que aujourd'hui, on a les photos aériennes, on a Google Earth, on a tout ça. À l'époque, ça n'existait pas, d'autant plus qu'on était en zone militaire frontalière. Les photos aériennes avaient été obtenues par des moyens non officiels, et la mission n'a jamais eu la possibilité de tester au sol les hypothèses qu'on pouvait faire d'après les photos aériennes. Ce qui est évidemment... donc on avait comme critère pour le choix de l'implantation des fouilles et des sondages que l'aspect des micro-reliefs. Or, les micro-reliefs, parfois ça peut être extrêmement trompeur. Je fais état de mon cas personnel. Après quelques campagnes au théâtre, j'avais, en accord avec Paul Bernard, je m'intéressais déjà plutôt à l'aspect religieux des cultures d'Asie centrale, et donc j'avais jeté mon dévolu sur ce qui semblait être ici évidemment un grand temple. Là, on avait une enceinte quadrangulaire et un énorme monticule au milieu. Donc évidemment, les premiers appétits se sont portés sur le monticule. On y a fait une tranchée. C'était un tas de détritus organiques et métallurgiques qui s'élevait sur 8 mètres de haut. Et après, on s'est rendu compte, donc on est allé travailler sur les ailes périphériques, et on s'est rendu compte qu'on était dans l'arsenal. Et ce qu'on avait au milieu, c'était les scories des ateliers de l'arsenal. Et probablement les déjections des animaux de guerre, chevaux, peut-être éléphants, qui devaient être gardés dans un parc dans ce même arsenal. C'est le cas typique où la fouille par les micro-reliefs a été totalement trompeuse. Ceci dit, nous avons été très contents de ce que nous avons trouvé à l'arsenal. Je dois dire aussi que des photos aériennes et Google Earth n'auraient pas aidé davantage. Seule éventuellement une prospection géomagnétique aurait pu régler la question. À l'époque, ça n'était pas généralisé comme on le fait maintenant. Alors, après, on s'est rendu compte, quand on ne pouvait déjà plus retourner sur le site, que nous avions eu des schémas parfois erronés en ce qui concernait la manière dont il était occupé. On était toujours parti de l'idée que l'acropole n'était pas densément occupée, ne serait-ce que parce qu'il ne pouvait pas y avoir de conduite d'eau qui y montait, alors qu'il y a toujours eu un canal qui courait le long de la rue principale. On y avait seulement trouvé des installations militaires, des petites baraques d'ailleurs éphémères qui auraient pu être des baraques de soldats, et un grand sanctuaire de type iranien à ciel ouvert. Rien d'autre. En fait, quand on a eu les photos aériennes, puis après, quand on a pu observer les lieux où s'étaient attaqués les pillards après l'abandon de la fouille, on s'est rendu compte que la citadelle avait été occupée beaucoup plus densément que nous ne l'avions cru. Et qu'il y avait même un grand bâtiment en pierre tout au sommet, chose extrême, rarissime à Aït-Khanoum, et que nous n'avions jamais soupçonné. Le tiers nord de la ville basse avait toujours été considéré comme une zone non édifiée, et on avait fait l'hypothèse que c'était peut-être une zone en réserve, c'est-à-dire destinée à accueillir
un quartier d'habitation qui finalement ne s'était jamais implanté, les fondateurs ayant vu trop grand par rapport aux capacités réelles de peuplement de l'espace urbain. On verra tout à l'heure que cette zone que chaque mètre carré de cette zone a été pillé par des puits. Donc, c'est qu'on y a trouvé quelque chose. Nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'on y a trouvé comme architecture, mais il est évident qu'il y avait quelque chose. Alors, il faut aussi garder à l'esprit que ce que nous connaissons bien, c'est surtout la dernière période. Donc, je vais être amené à revenir là-dessus. La période qui correspond à une refondation du site par le grand roi Eucratide, donc entre environ moins 170 et moins 145. À cette période, presque tous les grands monuments de la ville font l'objet de reconstructions importantes, parfois complètes, d'ailleurs restées inachevées. La ville s'arrête au moment où elle est à l'apogée de son activité et couverte de chantiers de reconstruction. On soupçonne maintenant, ce qu'on n'a pas toujours pensé, que c'est seulement à cette ultime étape que la zone du palais a reçu sa véritable structuration, même si évidemment il y avait quelque chose. Alors évidemment, ceci renforce l'intérêt du parallèle avec Nisa, puisque l'époque très probable de la fondation du site de l'ancienne Nisa, c'est exactement cette époque-là. Le règne de Mithridate Ier correspond à peu près exactement à celui de Cratide. Alors, j'ai évoqué les remparts, voilà, qui ont été étudiés, fouillés et publiés par Pierre le Riche. Voici donc le grand rempart nord sur 400 mètres qui barre la plaine, enfin, l'entrée depuis la plaine jusqu'à l'intérieur de la ville basse, au pied de l'acropole. La photo est prise de l'acropole. Vous voyez qu'il est jonché, enfin qu'il est semé de tours qu'on peut compter, dont une seule a été fouillée. Il s'agit d'un rempart de blocs de terre crue et de briques crues qui est extrêmement puissant, mais ignore les raffinements contemporains des murailles de pierre grecque. Ça n'est pas là qu'on trouve des indentations subtiles, des chicanes, des barbacanes, des murs doubles, enfin oui, pas de murs doubles, mais il y a quand même un fossé devant le rempart. Ce sont des murs massifs et les tours sont pleines. Donc, c'est un rempart approprié à la guerre de siège. Guerre de siège qui s'introduit en Asie centrale avec l'arrivée des armées macédoniennes et qui en disparaît ensuite jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et ça n'est pas par hasard que la technique de rempart la plus en vigueur avant l'arrivée des Grecs, c'est un type de rempart creux où la défense se fait à deux niveaux. Et un type de rempart approprié à la lutte contre des raids de cavalerie légère contre lesquels on se défend principalement par l'archerie. Bon. Ce type de rempart, avec l'arrivée des Grecs, est remplacé par des remparts massifs. Parce que là, on sait qu'on doit faire face à des techniques de siège. Il y a eu au moins un siège à Aïranoum, puisque un pan de mur, ça a été parfois contesté, qu'un pan de mur se serait écroulé sous l'effet d'un bélier. On a pensé après que peut-être c'était un écroulement naturel. Et après le départ des Grecs, le rempart creux redevient à la mode, et il le restera jusque vers le VIe siècle, dès avant l'invasion arabe, au moment où un certain nombre de remparts précédemment creux sont remplis, renforcés, etc. Et c'est le moment où les principautés d'Asie centrale doivent affronter des guerres avec l'État sassanide. Et les Sassanides connaissaient la guerre de siège. Puis, évidemment, avec l'arrivée des Arabes, là, nous le savons, les Arabes systématiquement apportent avec eux des machines de siège. Donc, ici, c'est vraiment, disons, une sorte de parenthèse où la défense s'est adaptée à la guerre de siège. Guerre de siège contre qui ?
Contre qui ces Grecs de Bactriane pouvaient-ils envisager d'avoir à se battre? Nous verrons en fait que ceux devant lesquels ils ont succombé ne sont probablement pas ceux auxquels ils avaient pensé. Les Parthes. Bon, les Parthes qui sont à Nissa. Oui, c'est une possibilité. On n'a aucune évidence qu'il soit jamais arrivé jusque-là. Bon. Ceux contre lesquels ils avaient le plus à se battre, c'était contre eux-mêmes. La tentative de reconquête de la Bactriane par le Séleucide Antiochos III, qui met le siège devant Bactre pendant 2 ans, de 208 à 206, et puis ce qu'on soupçonne, ou même qu'on sait par les monnaies, par des bribes de texte, les guerres qui finissent par opposer entre eux ces souverains grecs au moment dont visiblement le pouvoir se fragmente de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà, donc une restitution de Guy Lécuyot avec l'acropole, le grand rempart de 400 mètres qu'il barre, devant l'entrée de la ville, un temple qui a été fouillé, et là vous devinez donc la rue principale, les grandes masses du palais, du gymnase, et au premier plan, le tiers nord de la ville basse tel que nous avons cru pouvoir le dessiner, c'est-à-dire en fait avec une absence de choix et un faible taux d'occupation. Bon, il semble que ce soit démenti par les pillages qui ont suivi. J'ai évoqué tout à l'heure le grand temple qu'on voyait très bien depuis la photographie de l'acropole, le voici, enfin son noyau central. Ce temple n'a absolument pas l'allure d'un temple grec. Nous verrons qu'il y a des aspects de ce temple qui rappellent des temples grecs, mais certainement pas son architecture. Il y a certains éléments, il y a des portiques, d'ailleurs modestes et incomplets, des bases, dans ce portique, des exèdres avec des bases de colonnes en pierre, mais au bord du toit de l'édifice principal, une rangée plate de tuiles. Et même pas d'antéfixes, ces tuiles verticales qui imitent des palmettes et qu'on a dans d'autres bâtiments d'Aïkhanoum, on ne les a même pas ici. Cette apparence très massive, ainsi que ce plan avec un vestibule barlon ouvrant sur une cella centrale flanquée de 2 sacristies, a des affinités dans l'architecture religieuse de la Mésopotamie, y compris de la Mésopotamie hellénisée. Alors, on se demande maintenant si nous avions davantage d'édifices de culte achéménides, est-ce qu'on ne trouverait pas la même chose? Et par ailleurs, il pourrait, maintenant qu'on sait que la Bactriane, à l'époque précédant Alexandre, avait une riche architecture, est-ce que les modèles ne seraient pas plus locaux qu'on ne l'a cru? Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de prototype local en Bactriane à ce type de plan. Les prototypes, les analogies très fortes qu'on discerne sont à Doura Oropos, à Babylone, etc. Pas en Iran, pas en Bactriane. Au début, dans la première phase, ce qu'on aperçoit vaguement ici, on aperçoit des marches. En fait, le temple semble avoir été à ciel ouvert. C'est un podium à degrés, comme ce qu'on va voir tout à l'heure pour le sanctuaire qui était sur l'acropole. Il a ensuite été, dans l'ultime reconstruction, englobé dans
enfin, les marches du podium ont été englobées dans une maçonnerie pleine et au-dessus, donc, c'était construit. Alors, on l'a appelé le temple à redans ou à niche indentée à cause de son décor particulier de fausses niches à dents. Ce décor, vous l'avez déjà vu, vous l'avez vu à la façade de la salle carrée de Nisa, dont on a parlé précédemment. C'est un type de décor qu'on retrouve en Iran achéménide, mais qu'on retrouve aussi dans l'architecture de l'âge du bronze, notamment à Gonour. C'est une architecture dont les affinités sont locales. Ce qui est grec, ce qu'il y a de plus grec dans ce temple, c'est la statue de culte. Alors évidemment, ce n'est pas ça qu'on a retrouvé. Ce qu'on a retrouvé, c'est ça. Alors, tel Cuvier reconstituant un crâne avec deux dents, enfin, on a vu un peu plus d'éléments pour décider que c'était un Zeus. Le pied, c'est une statue acrolithe, c'est-à-dire où sont traités en pierre uniquement les visages, les mains, les pieds, les parties apparentes des chairs, le reste étant en terre crue sur une carcasse de bois, comme ce qu'on a vu avec les grandes statues de Nisa, sauf qu'elles n'étaient pas acrolithes, elles étaient entièrement en terre. Le pied de la sandale est chaussé, le pied est chaussé d'une sandale avec un foudre, ce qui fait fortement penser à un Zeus. Alors, on lui a mis un grand sceptre parce qu'il tenait évidemment un objet cylindrique, et comme les Zeus représentés sur les monnaies des souverains bactriens sont généralement assez souvent des Zeus niképhores tenant la statue de la victoire, on lui a mis la victoire dans l'autre main. Bon, c'est probable. Alors, les rayons qui lui entourent la tête sont une concession à l'hypothèse qui a été faite que ce Zeus aurait pu en fait être l'habillage grec d'une grande divinité du panthéon local. Donc on pense évidemment à Ahura Mazda, le dieu suprême des Zoroastriens, ou bien à Mitra. Bon, alors sur toutes ces questions relatives au temple, nous serons amenés à revenir avec, je pense, en fait, à l'occasion d'un séminaire que nous pourrons tenir avec Henri-Paul Francfort, qui a émis récemment des hypothèses nouvelles sur la nature des cultes du temple, ainsi qu'avec Lauriane Sève, qui est en train de le publier. Donc, je ne m'attarde pas davantage sur le temple. Alors, j'ai évoqué donc tout à l'heure le bâtiment principal, qui est donc le palais, parce qu'évidemment, bon, on ne peut que parler d'un palais avec une pareille monumentalité, un tel décor architectural. Dans les premières publications, on parlait du quartier administratif, bon, ce qu'il était évidemment en partie, mais on va voir que les fonctions de représentation et de parade jouaient un rôle essentiel. Alors, ce palais mesure donc 350 mètres sur 250, donc une emprise considérable de 9 hectares, pas entièrement construit, puisque son plan général, que vous voyez extrêmement rigoureux ici, combine de manière modulaire des grandes cours, dont une entièrement entourée de colonnes de pierre, et des blocs. Alors, on aperçoit assez bien ici, dans la partie centrale, deux blocs symétriques qui sont chacun composés de deux éléments, une salle de réception, on peut même dire d'audience, et des petits locaux qu'on pense être des bureaux. Et puis, il y a deux blocs résidentiels, ou plutôt deux blocs résidentiels et demi. Ici, ça reproduit d'assez près le plan des maisons privées, dont nous allons reparler. Ici aussi, avec une annexe. Donc, voilà, ici, une partie qu'on peut vraiment dire résidentielle. Ça, c'est une différence importante avec ce que nous avons vu à Nisa, où nous n'avons rien trouvé qui puisse être clairement qualifié de résidentiel. Et dans la partie nord-ouest, un espace un peu détaché qui comporte d'une part une cour promenoir à colonnes doriques et ici la trésorerie.
c'est vraiment la trésorerie. Ici, on ne peut pas, comme à Nisa, faire l'hypothèse d'un ancien local de banquier converti en trésorerie. C'est vraiment la trésorerie. Trésorerie, mais nous le savons, nous l'avons su dans les dernières campagnes, également bibliothèque, puisque c'est là qu'ont été retrouvés des fragments de papyrus, de parchemin, et comme dans l'Antiquité, on lisait à voix haute et en se promenant, il est assez vraisemblable que le promenoir de la cour dorique servait en fait de salle de lecture, ambulatoire. Alors, ce plan avec donc des blocs fonctionnels, des grandes cours, sillonnées de corridors interminables, ça devait être d'un sinistre. Bon. Parfois, coupés parfois par des murs pour évidemment éviter les courants d'air, probablement inchauffables l'hiver. C'est tout à fait l'esprit du palais achéménide, de certains palais achéménides, notamment la Padana de Suse, et de leurs prédécesseurs immédiats, le palais par exemple de Nabuchodonosor II à Babylone. Paul Bernard l'a très bien montré. L'architecture précédente, des époques précédentes de l'Asie centrale, a livré des grands programmes monumentaux, mais rien qui puisse être très clairement comparé tout de même à cela, même si on discerne aussi évidemment l'importance du maillage de corridors. Enfin, il y a un certain nombre de traits qu'on peut retrouver, mais il semblerait tout de même que les modèles les plus immédiats aient été pris chez les Achéménides. Le décor architectural grec que j'ai évoqué donc, est beaucoup plus monumental et somptueux que partout ailleurs dans la ville. Là, on a vraiment des colonnes pseudo-corinthiennes très exubérantes, qu'on a retrouvées débitées, puisque, j'en parlerai donc la prochaine fois, la ville a été l'objet de 2 pillages successifs après son abandon par les Grecs, sans compter maintenant le pillage contemporain, le remontage d'éléments de base. Ici, ce qu'on appelle des antéfixes, c'est-à-dire des tuiles verticales, ça existe encore dans le monde méditerranéen, évidemment, des tuiles verticales disposées en bordure de toit. Je cite, pour terminer, un jugement de Paul, enfin pour terminer pour aujourd'hui, le jugement en fait que porte Paul Bernard sur l'architecture de ce palais et qui me paraît très pertinent. Au total, une architecture grandiose, d'une grande sévérité de conception, malgré l'étalage un peu tapageur du décor extérieur de pierre. Architecture intransigeante sur la symétrie et l'orthogonalité et qui évoque par bien des côtés l'architecture impériale, hautaine et froide des palais achéménides. C'est assez bien vu. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous poursuivrons la visite guidée du palais, élément par élément, et puis nous continuerons donc la présentation du site d'Aïranoum dans ces extraits de l'animation 3D. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'on peut... Michael, vous avez le lien mais je pourrais le donner la prochaine fois. Mais ça doit pouvoir se trouver avec Google. Il faut... L'auteur du programme 3D est donc Guy Lécuyot, L-E-C-U-Y-O-T. À mon avis, on peut la trouver sur YouTube. On peut la trouver sur YouTube. Avec Aïranoum. Aïranoum, YouTube, vous devriez pouvoir trouver l'animation dont tout cela est extrait. Voilà. Alors après une pause de quelques minutes, nous allons temporairement revenir à Nisa avec Michael Schenkar et donc à l'étude des documents économiques.